Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Il était 22h30. Une pluie fine, froide et pénétrante tombait sur la ville. Bien au chaud chez lui, Monsieur Descoubet voyait par la fenêtre les rares passants filer en toute hâte comme des ombres furtives. Ça, il ne faisait pas bon mettre le nez dehors en cette soirée du 30 octobre. D'ailleurs, Monsieur Michel Descoubet avait allumé un feu dans la cheminée du salon pour saluer les premiers froids. Après un frugal repas, il s'était plongé dans une passionnante biographie de Louis XVI. Fallait-il vraiment guillotiner ce roi qui, au fond, était un brave homme? Était-il indispensable d'assassiner la famille royale, d'appliquer des mesures aussi sanguinaires pour faire tomber la monarchie? Il en était là de ses réflexions quand il entendit, venant de la rue, des cris déchirants, des cris de femmes. Monsieur Descoubet habite au premier étage. Ouvrant la fenêtre qui donne sur la rue, il voit une voiture arrêtée, moteur tournant au ralenti, et deux hommes qui tentent d'y faire entrer de force une jeune femme qui se débat en criant. À peine Monsieur Descoubet a-t-il le temps de comprendre ce qui se passe qu'il voit la voiture partir rapidement en direction du Val-de-Meuse, tout feu éteint, avec à son bord la femme et ses deux ravisseurs. Monsieur Descoubet se précipite sur son téléphone pour appeler la gendarmerie et raconter ce qu'il vient de voir. Et il ajoute: La rue est très mal éclairée en face de ma maison. Je ne saurais vous donner aucun signalement valable des deux hommes que j'ai aperçus dans la nuit, ni de la jeune femme qu'ils ont enlevée, qui m'a paru assez jeune, comme je viens de vous le dire. Quant à la voiture, dont le moteur tournait au ralenti au moment même où je me suis penché à ma fenêtre, elle est de couleur foncée, noire ou bleu marine. Vous savez, je l'ai vue seulement de l'arrière, mais je pense, n'est-ce pas, je pense que c'est une Opel Corsa. Le gendarme de service qui a pris la communication prévient immédiatement le commandant de compagnie, le commandant Rougier, qui me demande de m'occuper de cette affaire. Aussitôt, je fais installer des barrages le long de la nationale entre Chaumont et le Val-de-Meuse et j'alerte toutes les brigades avoisinantes. Puis, j'attends. Vers 3 heures du matin, cette nuit-là, le commissariat central de Chaumont reçoit un coup de téléphone en provenance du couvent des pères franciscains de Chaumont. Une jeune fille vient de se réfugier dans notre communauté. Elle est à demi vêtue, couverte de blessures. Elle a été enlevée, mais mon Dieu, victime d'odieux traitements. Elle semble à bout de force. Le commissaire Berthier me prévient et tous deux nous décidons de nous retrouver au couvent des franciscains. Je frappe à la porte. Il règne une effervescence inhabituelle dans un lieu comme celui-ci. Les bons moines sont affolés et ne savent que faire pour soulager la jeune fille qui est là, mon Dieu, en piteux état. Elle s'appelle Bénédicte Muller. Elle a 23 ans. C'est une jolie fille brune aux cheveux longs qui, pour le moment, tel un animal blessé, est recroquevillée sur elle-même, enveloppée dans une couverture. Elle a le visage tuméfié, le nez fracturé, 2 doigts brisés, le corps meurtri. Péniblement, elle nous raconte sa douloureuse aventure. Elle travaille comme secrétaire à Villiers. Ce soir, elle avait fait des heures supplémentaires pour terminer un travail urgent et elle revenait de son bureau quand, rue de la Faïencerie, alors qu'elle était presque arrivée à son domicile,
Une voiture s'était arrêtée à sa hauteur et 2 hommes en étaient descendus. 2 hommes qui se montrent entreprenants et lui demandent de les suivre pour faire une balade. Elle refuse, bien évidemment. Ils insistent. Affolé, Bénédicte prend peur et tente de s'enfuir, mais les hommes la rattrapent et l'un d'eux la frappe violemment. Étourdie par les coups, malgré sa résistance et ses cris désespérés, la jeune fille est entraînée de force dans la voiture qui démarre, conduite par un 3e individu, dans la direction du Val-de-Meuse. À environ une centaine de mètres de son point de départ, le conducteur tourne à droite et traverse la ville, parcourant sans crainte les rues principales, maintenant désertes. Sur le siège arrière, bâillonnée, serrée entre ses bourreaux, Bénédicte, réduite au silence, dénudée, ses vêtements cisaillés au couteau, subit une terrifiante épreuve. 3 heures de souffrance physique et morale que jamais de sa vie elle ne pourra oublier. Entre Mirebeil et Cerisières, à 20 kilomètres de Chaumont, au terme d'un parcours compliqué, les ravisseurs s'arrêtent en pleine campagne, dans un terrain vague. Ils la font descendre de voiture et la violent avec une révoltante brutalité. Vers 2h30 du matin, de retour en ville, ils l'abandonnent dans une rue déserte. Bénédicte Muller, face à nous, essaie de sortir de son état de prostration et tente de décrire ses ravisseurs, mais elle ne nous donne guère de détails. Elle peut tout de même nous dire qu'ils ont entre 25 et 30 ans, qu'ils mesurent entre 1,75 m et 1,80 m, que l'un est blond, que les 2 autres sont bruns et que la voiture est de couleur foncée. Un médecin est arrivé pour soigner Bénédicte et panser ses blessures. Il est accompagné d'une jeune femme psychologue qui, dès ce soir, va aider la jeune fille à sortir de son état de prostration et tenter de lui faire retrouver une vie normale dans les jours qui viennent. Nous nous devons de retrouver les odieux criminels. Et vite. Dès le 31 octobre, la presse a alerté l'opinion publique qui s'est indignée et n'ignore plus rien du drame vécu par Bénédicte Muller. Pour tenter de retrouver la voiture qui a servi aux 3 monstres, je demande un contrôle de la série entière des voitures Opel Corsa, immatriculées dans les 3 départements limitrophes. Ce contrôle est facilité par l'heureuse initiative de la Direction régionale de la statistique qui met spontanément cette liste à ma disposition. Nous recevons, comme chaque fois dans un cas semblable, de nombreuses dénonciations que nous devons vérifier. On ne sait jamais. Tous les suspects connus de la gendarmerie, dont l'emploi du temps aux heures de l'attentat reste incontrôlable, sont confrontés avec la victime. Celle-ci n'en reconnaît aucun. Et les violeurs courent toujours. Bénédicte Muller ne se remet pas de sa mésaventure. Elle a peur, perpétuellement peur. Elle ne peut plus sortir dans la rue. Toutes les nuits, elle fait le même cauchemar, et c'est à chaque fois un supplice pour elle que de venir à la gendarmerie pour une confrontation avec un suspect. Elle, qui, d'après ses proches, était une jeune fille gaie et spontanée, est devenue triste, renfermée, repliée sur elle-même, incapable de reprendre ses activités professionnelles, complètement traumatisée par le drame qu'elle a vécu. L'enquête continue. Le 4 novembre, je reçois la visite d'un étudiant qui me signale que le 30 octobre, jour de l'enlèvement de Bénédicte, vers 22 heures, il a dû intervenir pour protéger une de ses camarades de faculté qui le précédait de quelques pas dans la rue contre 2 individus qui tentaient de l'entraîner dans leur voiture. Le jeune homme croit se rappeler que le numéro minéralogique de la voiture se terminait par 10. Les vérifications en cours dans le département de la Haute-Marne sont alors poursuivies dans l'Aube. Les agresseurs, vus par l'étudiant, sont vraisemblablement les mêmes que ceux de Bénédicte Muller. Hélas, le jeune homme ne peut guère me donner plus de détails. La voiture était noire. C'est tout ce qu'il peut affirmer. Le 30 octobre était un vendredi. Ce soir-là, 3 individus sans foi ni loi, 3 monstres, décident de kidnapper une jeune fille et de s'amuser avec.
Où sont-ils maintenant? Et qui sont-ils? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Un soir d'octobre, alors qu'elle regagne son domicile, une jeune fille est enlevée par 3 voyous qui l'emmènent loin de la ville dans un terrain vague où ils la violent après l'avoir frappée et torturée. Puis, leur sinistre forfait accompli, les 3 monstres reviennent en ville et abandonnent leur malheureuse victime dans une rue déserte. La jeune fille, Bénédicte Muller, frappe alors à la porte d'un couvent de franciscains qui la recueille et nous appelle après lui avoir prodigué les premiers soins. Bénédicte Muller est dans un triste état, mais tente néanmoins de nous donner un signalement des violeurs. Des témoins ont vu la voiture, c'est une Opel Corsa noire. Tous les suspects que nous pouvons interpeller défilent à la gendarmerie où chaque fois Bénédicte Muller est convoquée pour une confrontation, mais sans succès. Il faut reconnaître que nous disposons de très peu de renseignements. Bénédicte, en ce qui concerne ses agresseurs, ne se souvient de rien. Je l'interrogerai volontiers plus longuement pour essayer de recueillir plus de détails, mais la psychologue voit cela d'un très mauvais œil. Elle prétend que, pour l'instant tout au moins, il ne faut pas harceler Bénédicte en lui parlant du drame qu'elle a vécu. C'est elle qui parlera quand elle l'aura décidé. En attendant, les violeurs courent toujours. Et moi, je m'escrime à interpeller des suspects que la victime ne reconnaît pas. De toute manière, elle ne se souvient de rien. D'ailleurs, les renseignements qu'elle m'a donnés sont peut-être complètement faux. J'en arrive même à me demander si, dans le cas où ses ravisseurs lui seraient présentés, elle saurait les reconnaître. C'est un vrai casse-tête chinois. La seule chose dont je suis certain, c'est que la voiture est noire et que c'est une Opel Corsa. Enfin, je peux tout de même pas faire arrêter tous les propriétaires d'Opel Corsa noire. Le 5 décembre, alors que je suis débordé de travail, un certain Jean-Jacques Vallier, restaurateur de son état, insiste pour que je le reçoive. Il a lu dans la presse le drame de Bénédicte et a, paraît-il, des révélations à me faire. Monsieur Jean-Jacques Vallier a une 60aine d'années, c'est ce qu'on appelle une force de la nature. Il est venu me voir après avoir fait son marché et avant d'entrer en cuisine. Voilà, comment je m'appelle Jean-Jacques Vallier. Je suis hôtelier à Vendœuvre. Voici ma carte. Je suis le meilleur de la région. Mais je ne suis pas venu pour faire de la réclame. Alors voilà. Le 30 octobre, le jour où cette pauvre jeune fille a été enlevée vers 20h, 3 jeunes gens sont entrés dans mon établissement. Ils étaient très turbulents. Mais vous savez comment sont les jeunes. On ne peut pas refuser de les servir sous prétexte qu'ils chahutent et qu'ils sont envie de rigoler. Et en plus, parmi eux, il y avait le fils d'un de mes vieux copains de régiment. Alors donc, ils étaient plutôt énervés, déjà en arrivant. Et ils sont commandés à dîner en plaisantant la serveuse, en lui faisant 1000 propositions plus ou moins honnêtes. Ils sont pris des apéritifs et puis ils ont mangé et surtout, ils ont bien bu. Je remarque une chose, mon commandant, c'est que les jeunes, ils boivent plus que nous. En 68, ils s'étaient mis à boire du lait, peace and love, vous vous souvenez. Aujourd'hui, ils picolent comme des trous, et ils tiennent pas la route. Enfin, ceux-là, en tout cas, n'étaient pas beaux à voir. Surtout les 2 soldats. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais avec le fils de mon copain qui était en civil, il y avait 2 militaires. Quand ils sont partis, je peux vous dire que tous les 3, ils s'étaient drôlement excités. Et je les ai mis en garde. Attention, que je leur ai dit. Faites pas de bêtises, vous pourriez regretter. Allez plutôt vous coucher. Allez, schlafen. Veux-tu que j'appelle ton père pour qu'il vienne vous chercher? J'ai demandé à Cyril. Non, tout va bien. On va continuer la soirée en se marrant. Qui m'a répondu. Maintenant, il faut qu'on trouve tes filles.
Dans l'état où qui c'était, ils s'allaient avoir du mal. Enfin, ils sont partis vers Bar-sur-Aube. C'est le Moinsou qui conduisait, et moi je suis resté là avec une sale impression. Mais que voulez-vous, mon commandant? J'avais mon travail, hein, et puis ils étaient majeurs. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. C'est vrai que dans le journal, j'ai vu que les gars qui avaient attaqué la jeune fille avaient entre 25 et 30 ans, alors que ceux-là, ils sont à peine 20-21 ans. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la voiture. Une Opel Corsa noire ou bleu marine. La leur, c'était une Opel Corsa noire, ça, mon commandant. Affirmatif, hein? Monsieur Vallier, comment s'appelle le fils de votre copain de régiment? Il s'appelle Cyril Dieudonné, mon commandant. Mais c'est à cause de lui, hein, que j'ai mis bien du temps à venir vous trouver. Vous vous rendez compte? Le fils de mon copain Robert. Il fait son service militaire, Cyril. Mais ce soir-là, il était en tenue civile. Monsieur Vallier, que pouvez-vous dire sur les camarades qui l'accompagnaient? Je vous l'ai dit, mon commandant, c'était des militaires. Je connais pas leur nom, mais j'ai cru comprendre qu'ils venaient tous d'une caserne de Troyes, 5e régiment du Chény. Enfin, nous étions sur une piste sérieuse. Mais ce qui m'inquiétait, c'était l'âge des suspects. D'après le restaurateur, ils étaient beaucoup plus jeunes que les violeurs dont nous avait parlé Bénédicte Muller. Mais il ne fallait négliger aucune piste, et celle-là, j'en avais l'intuition, était peut-être la bonne. Dès 8 heures du matin, le lendemain, je me rends accompagné de 3 de mes hommes et du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, à la caserne Mangin de Troyes, quartier du 5e régiment de génie. Je demande au chef de corps l'autorisation de procéder à des recherches et, dès que j'ai son accord, nous nous mettons, mes hommes et moi, au travail. Dans la cour du quartier, nous découvrons 2 voitures de marque Opel Corsa de couleur bleu marine. Le chef Beauvais remarque que l'une des 2 voitures, immatriculée dans l'Aube, présente sur la partie centrale du siège arrière des taches brunâtres qui pourraient fort bien être des taches de sang que l'on a essayé de nettoyer. Le propriétaire de l'Opel Corsa est le sergent Christophe Boidron, que je demande, bien évidemment, à rencontrer et qui ne se trouble pas le moins du monde quand je lui demande de répondre à mes questions. Sergent, où étiez-vous le 30 octobre au soir? Le 30 octobre? C'était un vendredi. Je suis sorti en ville avec des copains, on a dîné au restaurant. Quel restaurant, sergent? On a mangé dans un fast-food dans le centre de la ville. Vous mentez, sergent. Vous avez dîné dans un restaurant à Vendeuvre, avec 2 de vos camarades. Si je fais vérifier votre alibi, et je vais le faire immédiatement, il sera faux. En revanche, le patron du restaurant de Vendeuvre vous reconnaîtra. Il a donné le signalement de votre voiture et celui de vos amis. Les taches de sang qui se trouvent sur le siège arrière de votre voiture sont analysées en ce moment même, et je ne serais pas surpris qu'elles correspondent au sang de votre victime, Bénédicte Muller, que vous avez torturée, violée, et qui vous reconnaîtra, elle aussi. Le sergent Christophe Boidron a perdu ses couleurs et sa belle assurance. Il commence à trembler. Vous feriez mieux d'avouer tout de suite, sergent. Le tribunal sera peut-être plus clément. Quant à vos complices, ils étaient 2, parmi lesquels un certain Cyril Dieudonné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mon commandant. Cyril Dieudonné et Jean Germain. Les aveux du sergent Christophe Boidron n'ont pas été longs à venir. En ce qui concerne ses amis, Germain et Dieudonné, ils nient toute participation au drame du 30 octobre. Je les fais conduire à la brigade et je demande immédiatement une confrontation avec Bénédicte Muller. Je téléphone personnellement à la jeune fille en lui demandant de faire preuve de courage. Mademoiselle Muller, je pense avoir découvert vos agresseurs. Vous devriez les reconnaître sans hésitation. Je vous en prie, venez. Je puis vous assurer que ce sera la dernière fois.
Bénédicte Muller, blessé à tout jamais, accepte néanmoins de venir. Dans une salle de la brigade, nous installons les 3 suspects, avec 3 de nos hommes habillés en civil. Je fais entrer Bénédicte Muller dans le bureau voisin. La pièce est munie d'une glace sans teint au travers de laquelle la jeune fille peut voir les 6 hommes, sans être vue. Bénédicte est très émue. Son visage a retrouvé toute sa beauté. Elle est vêtue très simplement d'un tailleur et d'un imperméable qu'elle refuse d'enlever, et elle porte un sac en bandoulière. À peine entrée dans le bureau, elle me montre les 3 suspects. Cyril Dieudonné, Christophe Boidron et Jean Germain. C'est eux, elle en est sûre, elle les reconnaît. Elle tremble, elle est devenue très pâle, au bord de l'évanouissement. Mademoiselle Muller, je vous remercie d'être venue. Grâce à vous, ces hommes ne nuiront plus jamais à personne. Ils ne recommenceront jamais ce qu'ils vous ont fait. Maintenant, je vais vous faire raccompagner. Alors, à ma grande stupéfaction, la jeune fille me dit d'une voix assurée, « Attendez, commandant, accordez-moi une faveur. Je voudrais me trouver en face d'eux, les regarder dans les yeux, maintenant. » Je réfléchis 2 secondes. Après tout, ça fait peut-être partie du traitement de la psychologue, voir de près ses agresseurs afin de mieux les oublier. J'accompagne donc Bénédicte Muller dans la salle toute proche où se trouvent encore les 3 coupables que le restaurateur Jean-Jacques Vallier vient lui aussi de reconnaître. Les 3 garçons se retournent. Leurs mains sont encombrées des menottes que l'on vient de leur passer. Bénédicte Muller se dirige tout droit sur Cyril Dieudonné et, avant que l'on ait pu faire quoi que ce soit, l'espace d'un éclair, elle sort de la poche de son imperméable un revolver et tire par 3 fois. Le jeune homme s'écroule. Bénédicte a laissé tomber son arme et se tourne vers moi, les yeux remplis de larmes. Je ne pouvais plus vivre. Je ne pouvais plus. Maintenant, même si c'est en prison, je pourrais au moins dormir. Celui que j'ai tué, c'est celui que je voyais dans tous mes cauchemars. Au cours de l'instruction, Jean Germain et Christophe Boidron reconnaîtront plusieurs tentatives d'enlèvement perpétrées au cours des mois précédents dans la région de Chaumont et de Bar-sur-Aube. Ils reconnaîtront également un enlèvement suivi de viol commis peu de temps avant, à Troyes. Attentat dont la victime, qui n'avait pas porté plainte, se fera connaître au cours du procès. La cour d'assises de Nancy condamnera Jean Germain et Christophe Boidron, tous 2 âgés de 21 ans, à 20 ans de prison ferme. Pour Bénédicte Muller, reconnue coupable du meurtre de Cyril Dieudonné, quelques jours plus tard, cette même cour d'assises prononcera l'acquittement, à l'unanimité. Bénédicte Muller avait, il est vrai, quelques circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.